Parce que dans la deuxième partie du Seder, après le repas, on ne s'occupe plus de la sortie d'Égypte, mais on s'occupe de la délivrance qui vient. Et donc, il y a cette dimension-là universelle qui s'attache à la fête elle-même. Donc, la notion de liberté n'est pas qu'une notion propre au peuple hébreu, mais elle doit s'attacher à la condition d'homme en tant qu'homme. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita en cette semaine de Chol HaMoed Pessah pour notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël au cœur de sa région, consacré aujourd'hui, calendrier hébraïque oblige, à une certaine lecture, si je puis dire, de la fête de Pessah à la lumière des derniers développements assez dramatiques survenus depuis plusieurs semaines en Ukraine. Avec nous pour en parler, Chaim Rothenberg qui est avec nous dans le studio. Chaim, vous êtes expert en informatique de profession, enseignant et aussi un disciple de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou que vous avez connu avant et puis après votre alia en Israël dans les années 1970. Vous avez publié jusqu'à aujourd'hui, je dirais, une dizaine d'ouvrages fondamentaux en hébreu qui transcrivent les cours de Manitou sur le Midrash, ainsi que 2 volumes supplémentaires sur le sens de la prière juive. Des publications qui continuent de susciter jusqu'à aujourd'hui un grand intérêt dans le public israélien, religieux, souvent jeune, et aussi dans un public moins religieux, il faut le dire. Des gens qui, pour la plupart, ne connaissaient pas encore la pensée de Manitou, ni celle de l'école de pensée juive de Paris, mais qui en découvrent les contenus et l'importance grâce justement, surtout à votre immense travail de transcription de ces cours, ces commentaires de Manitou sur le Midrash et sur la prière, disais-je, qui sont classés par thème. Et d'ailleurs, vous êtes en train de faire paraître, vous allez faire paraître juste après Pessah, un 9e tome des commentaires de Manitou sur le Midrash. Alors, en ce qui concerne, si vous voulez, notre thème de réflexion, dans le tome 2 de son ouvrage transcrit en français qui s'appelle Kimitzion, qui est consacré à des commentaires de Manitou sur les fêtes du calendrier hébraïque, le Rav Léon Ashkenazi énonce un principe très fondamental concernant les Moadim, c'est-à-dire les fêtes hébraïques qui se succèdent dans l'année et que nous continuons de célébrer dans des moments privilégiés que sont Pessah, Shavuot et évidemment Sukkot, tant que, précise-t-il, nous n'intégrerons pas le niveau, les valeurs et les enseignements profonds de ces rendez-vous du calendrier. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous construire et nous faire accéder à un autre niveau des choses. C'est ainsi que le Talmud et les maîtres d'Israël précisent qu'au moment de l'achèvement du processus de la délivrance, la Géoula, on ne devra plus rappeler le souvenir de la sortie d'Égypte, devenu en quelque sorte inutile, si l'on ose dire, mais qu'on devra rédiger une nouvelle Haggadah pour cette nouvelle époque de l'histoire de l'humanité. Or, Pessah et l'Haggadah actuelle commémorent la sortie d'Égypte, et bien entendu, la Constitution, pendant ce phénomène d'accouchement, on peut dire, du peuple d'Israël, qui est passé de statut de famille et de tribu à celui d'une nation qui, justement, s'affranchit de l'esclavage égyptien. Ce qui est d'ailleurs, pour les maîtres d'Israël, le prototype de toute l'Égypte, prototype de toutes les oppressions ultérieures. Et ce, pour accéder à la liberté, dont on pourrait se demander d'emblée, ce sera ma première question, avant d'en venir plus directement au drame ukrainien, une liberté pour quoi faire ? Moadim le Simcha d'abord. Et une liberté pour quoi faire? Ouais, une excellente question. Et peut-être une petite précision à propos de la fête de Pessah, puisque dans la deuxième partie du Seder, après le repas, on ne s'occupe plus de la sortie d'Égypte, mais on s'occupe de la délivrance qui vient. Donc la dimension universelle apparaît après le repas. Allez la Gadol, etc., etc. Et donc il y a cette dimension-là universelle qui s'attache à la fête elle-même. Donc la notion de liberté n'est pas qu'une notion propre au peuple hébreu, mais elle doit s'attacher à la condition d'homme en tant qu'homme, disait Manitou. Donc ça veut dire quoi, la condition d'homme en tant qu'homme? Alors évidemment, il y a l'oppression au niveau matériel. Ça, c'est l'exemple même, c'est la sortie d'Égypte. On était esclave, on n'est plus esclave, mais c'est pas encore ça la liberté. Ça veut dire que c'est un premier niveau de liberté.
Mais la liberté ou la suppression de toutes les aliénations à tous les niveaux, c'est ça la véritable liberté. Et donc, et ça, je pense que c'est une chose très importante, on n'a pas toujours à l'esprit, ça s'attache à la qualité d'homme, en tant qu'homme. L'homme, étant homme, étant créature, disait Manitou, est en exil par rapport au Créateur, mais il est aussi en exil suite à l'histoire de ce qu'on appelle généralement la faute du premier homme. Il est en exil de sa propre identité. Donc le but de cette célébration, il ne faut pas employer le mot commémoration, parce que commémoration, ça fait, on s'occupe du passé. Mémoire. Mémoire actualisée. On fête les fêtes parce qu'il reste quelque chose à faire. Et ce qu'il reste à faire, c'est justement atteindre ces nouveaux degrés de liberté, s'affranchir de toutes les aliénations et d'être vraiment homme. En quelque sorte. Alors, en mettant brusquement le pied dans le plat dans notre sujet, cette période de Pessah qu'on est en train d'essayer de définir, que nous vivons pour faire ressortir tout de même un violent contraste, je parle des temps d'aujourd'hui, un contraste presque insoutenable, entre d'une part la liberté dont jouit, on peut le dire aujourd'hui, le peuple d'Israël revenu sur sa terre, après 20 siècles d'histoire fort mouvementée, pour reconstruire son État et surtout sa société en forme d'accomplissement, de parachèvement de cette ancienne sortie d'Égypte. Et d'autre part, contraste entre ce processus qui est en train de devenir mûr et qui franchit des étapes, et d'autre part, l'énorme oppression vécue aujourd'hui, par exemple, par les Ukrainiens, victimes d'une brusque invasion militaire de leur État souverain qui a surpris tout le monde. Est-ce à dire qu'au temps de la Géoula, puisqu'on est dans ces temps d'un processus de délivrance qui a déjà commencé d'après les maîtres d'Israël depuis plus d'un siècle, certains peuples au sein des nations, de ce qu'on appelle les Umot HaOlam dans le langage des sages d'Israël, est-ce que ça veut dire que certains peuples doivent connaître encore et encore l'oppression, la destruction, comme lors de ce conflit dont on parle en Ukraine, qui marque le retour oppressant de la guerre à grande échelle, et la première, il faut dire, de ce genre au cœur de l'Europe depuis 1945. Est-ce que ça fait partie du menu et des agitations de cet accouchement qu'est la délivrance? Je pense qu'il faut peut-être inverser les données de la question. Et d'abord, une remarque que Manitou a faite plusieurs fois. 1948, indépendance de l'État d'Israël. Mais en parallèle, indépendance de très nombreuses nations. L'Inde, c'est avec la partition de l'Inde et du Pakistan, mais il n'y a pas que ça. Enfin, l'effondrement de l'Empire britannique, l'effondrement de l'Empire français, ça dure quelques années, mais les peuples se libèrent. Bon, là, maintenant, on parle des conséquences de l'effondrement de l'Empire soviétique, donc fin des années 80, début des années 90. Bon, il y a toute une histoire qu'il faudrait peut-être un jour analyser au fond, entre les rapports entre les Ukrainiens et les Russes. Dans leur propre histoire. Dans leur propre histoire, mais se poser la question, et je pense que c'est ça, Manitou l'avait appris d'ailleurs de son maître de Jacob Corda, que quand on examine ces événements-là, qui a priori ne sont pas directement liés à l'histoire d'Israël, eh bien, il faut quand même se poser la question de savoir, est-ce que ces événements-là, qui effectivement, pour une conscience occidentale, paraissent plus que problématiques. Les Occidentaux sont dans l'ère de la postmodernité, ils ont horreur des guerres, enfin une guerre qui dure plus que 48 heures, c'est effroyable, etc. Bon. Ils ont oublié la Yougoslavie au passage dans les guerres en Europe qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, l'ex-Yougoslavie. Mais il faut se poser la question de est-ce que ça a une signification positive dans le sens de ce que Manitou appelait l'engendrement du Fils de l'homme, donc l'avènement de la délivrance finale, ou est-ce que ça n'a pas d'influence? C'est premièrement ça la première question qu'il faut se poser. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour donner une réponse. On est encore en plein dans les événements, il faut un peu de perspective. Mais quand on réfléchit à ça, on est obligé d'abord de dire que ça n'a pas une signification, ça a un sens. Mais cette question-là, c'est est-ce que c'est le sens, il est positif ou négatif? Est-ce que ça nous fait avancer? Alors,
C'est très dangereux de dire ça nous fait avancer. Tout le monde se souvient, par exemple, de ce que le Rav Kook écrit au début de son grand livre Oroth, à propos de la Première Guerre mondiale. Lui, il entend les pas du Messie. Beaucoup de gens ont dit horreur, 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 horreur. Et c'était bien avant la Shoah, en plus. Et c'était bien avant la Shoah, mais il a écrit ça en 1916, donc pendant les massacres de Verdun, etc. Mais il regardait autre chose. Il voulait essayer de faire comprendre que, finalement, tous les événements sont liés. Il n'y a pas des événements qui ne nous intéressent pas en tant que peuple juif. Pas simplement parce qu'il y a des juifs qui habitent là-bas. Pas simplement parce que l'Ukraine, c'était une communauté juive immense avant la Shoah. Pas simplement parce que les relations avec le peuple ukrainien et les juifs, ça a toujours été de très mauvais... ça s'est toujours très mal passé. Mais parce que ça a une signification, ça a un sens. Donc, quel est le sens ? Alors, j'ai entendu ces derniers temps beaucoup de gens qui commençaient à parler de Gog, Magog, enfin plein de choses qui savent déjà tout. Je pense qu'il faut un peu de modestie et se dire, essayons de comprendre d'abord qu'est-ce que ça pourrait éventuellement signifier, par exemple, par rapport à la notion postmoderne de il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nations. Il n'y a plus d'État-nation. Plus besoin d'armée. Il n'y a plus besoin d'armée, évidemment. Les guerres, n'en parlons pas. Enfin, toutes ces notions-là qui semblent avoir disparu. Et puis, il s'avère que tout d'un coup, Ivan le Terrible est revenu. Il fait peur à toute l'Europe, à tout le monde occidental. Et puis, ça y est, on referme les nations, on referme les frontières. Enfin, et la France se rend compte qu'elle n'a qu'une semaine d'avance de munitions pour tenir une guerre qui ne durerait même pas une semaine. Oui, mais je veux dire... C'est quand même assez bizarre sur ce questionnement le postmodernisme, tout d'un coup, qu'est-ce qui devient dans l'histoire ? Eh bien, c'est peut-être parce qu'on a brûlé des étapes et puis on n'a pas voulu voir certaines réalités. L'identité nationale, c'est quelque chose encore de très important, et même au sein de l'Europe, je pense. C'est pas simplement l'identité nationale chez les autres. Ça se trouve au centre de l'Europe. Il y a des consciences identitaire, nationale, très importante, et qui se heurte. Et c'est important ce que vous rappelez parce que pendant cette peut-être les 2 dernières décennies, du fait de la valorisation, de la survalorisation de l'idée supranationale en Europe, avec les illusions européennes de la communauté européenne, avec les illusions pacifistes, chacun des pays n'a pas mené une politique d'armement conséquente et le roi est nu aujourd'hui. Et alors que pendant ces 2 décennies, Israël était cloué au pilori par l'Europe en tant qu'État militariste, nationaliste, vivant l'arme au pied, défendant des frontières et un drapeau, aujourd'hui, ces sujets, vous avez raison de le rappeler, reviennent à l'ordre du jour et sont criants. Je pense plus que criant, parce que ça va avoir des conséquences évidemment immédiates sur la manière dont les Européens, et pas que les Européens, voient les choses. Mais d'un autre côté, je pense que ça les fait sortir d'une espèce de posture de celui qui ne veut pas voir les vrais problèmes. Et là, maintenant, ils sont confrontés aux vrais problèmes. Alors maintenant, quelle est la place d'Israël dans cette histoire-là ? Israël, ce n'est pas un donneur de leçons. Mais je pense qu'on a une certaine responsabilité morale. D'abord, la guerre, c'est quelque chose d'effroyable. Donc, il y a des populations qui souffrent. Donc, moralement, on peut tout à fait comprendre le besoin d'aider ces populations-là. Je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, sans être sénile pour autant, et oublier que l'histoire des relations entre les Juifs et les Ukrainiens ne sont pas des histoires d'amour, très loin de là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider ceux qui souffrent. Maintenant, est-ce que c'est une occasion pour Israël de recentrer le débat sur les vraies questions, de repositionner certains par rapport à cette espèce de doxa postmoderne qu'ils ont voulu mettre en place, alors que les faits ne correspondent pas du tout à cette réalité? Je pense que c'est ça qui va être qu'on va pouvoir voir dans les temps qui viennent. Je ne suis pas trop optimiste parce que Israël sera toujours le bouc émissaire, sera toujours celui à qui on va reprocher, etc., etc. On connaît toutes ces accusations, parlons même pas de l'apartheid ou de toutes ces horreurs qu'on a l'habitude d'entendre, mais peut-être que ça contribuera à faire avancer une certaine réflexion sur, justement, le besoin de redéfinir qu'est-ce que c'est vraiment qu'une identité nationale. L'État-nation, c'est plus un concept, à mon avis, que les gens qui les travaillent tellement. Mais l'identité propre, culturelle, de chaque, on ne devrait dire pas de peuple, de chaque peuplade. Oui.
Parce que c'est ça, en fait, et c'est des tribus qui s'affrontent. Quelle différence il y a très, très souvent entre tout ça? Pas grand-chose. Mais il s'avère que quand on parle justement d'anéantissement, de suppression des frontières, des différences, etc., eh bien non, ça ne marche pas. Il y a des revendications, les Écossais en Grande-Bretagne, les Basques en France, etc., et maintenant dans l'Europe de l'Est aussi. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est inadapté. Qui est adapté, qui cloche, je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas encore la réponse à cette question. Alors, une sous-question qui paraît un peu livresque, mais qui est tout de même importante, c'est que lorsque je mentionnais que Israël revient sur sa terre, reconstruit sa société, et c'est un processus des fois évidemment douloureux. On est nous d'un côté et le monde de l'autre. On a bien vu comment Israël, dans ses campagnes de défense militaire et autres, est souvent Am Levado Ishkon, c'est-à-dire vraiment isolé, se vit solitaire au niveau de l'échelle internationale, au niveau de la scène internationale. Il y a quand même un élément étonnant, c'est que dans les formes d'oppression qui sont décrites par les sages d'Israël, le Maharal de Prague entre autres, qui parle des fameuses des 4 empires, des formes de civilisation fondées sur une valeur qui vont vouloir prendre, disons, en main la direction des affaires mondiales. Ce fut le cas. L'Égypte est classée à part en tant que prototype de toutes les oppressions, on le disait tout à l'heure, mais il y a les 4 empires, on les connaît, c'est celui de Babylone, de la Perse, de la Grèce et de Rome. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est encore dans la fin de cet immense exil. Rome, c'est Édom, c'est en fait la civilisation occidentale, mais paradoxalement, pour mettre encore une fois les pieds dans le plat, c'est pas parce qu'il y a la place rouge à Moscou, mais la civilisation, enfin la Russie, c'est aussi, elle fait partie, elle aussi, un empire, un empire qui s'apparente à l'empire occidental, ne serait-ce que par la religion orthodoxe catholique, et donc on serait dans les avatars avec le projet de Poutine de reconstruire un empire, mais c'est un retour vers le passé d'une certaine manière, c'est un retour dramatique vers le passé. Et j'en reviens à ce que Manitou a dit, il le disait sous forme de plaisanterie, mais enfin, je pense qu'il y a quelque chose de profond là-dedans. Il disait le dernier empire, la dernière royauté, ça sera celle de l'Angleterre. Et le jour où l'Angleterre en tant qu'empire disparaîtra, eh bien, ça sera la fin des empires. Et un signe pour lui, c'était que effectivement, on a reçu finalement les clés d'Eretz Israël de l'Empire britannique. Et il disait, c'est pas un signe du hasard, c'est quelque chose de signifiant. Mais bien évidemment, c'est un processus historique long. Et donc il y a des soubresauts, et donc il y a des questions qui n'ont pas été résolues, qui ressurgissent. Alors, quand ça ressurgit de manière violente, tout le monde s'inquiète, mais est-ce que quelqu'un a pensé vraiment que la guerre froide était terminée en 89 ou en 90 ? Je veux dire, tout ça, c'est des illusions. Il y a des différentes manières d'être homme, disait Manitou, et tant que ces différentes manières d'être homme ne seront pas capables de se parler d'homme à homme, de manière véritable, en respectant l'un et l'autre, avec cette réciprocité qu'il exigeait dans ce dialogue-là, eh bien, on sera toujours dans une situation conflictuelle. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable toujours de se parler d'homme à homme. Ah, oui. On parle à travers des canons. Absolument. Comme celui que vous avez derrière vous, d'ailleurs. Comme j'ai celui que derrière moi, mais quelqu'un a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité, Poutine veut faire la guerre, veut parler à l'OTAN. Alors, il se sert des Ukrainiens comme prétexte pour parler à l'OTAN. Donc, il veut parler à l'Occident, en réalité. Et il a des choses à leur dire. Un dialogue de sourds. Mais je ne sais même pas si c'est un dialogue de sourds. C'est pas la meilleure manière de dialoguer. Voilà. Dernière question, il nous reste que 2 minutes maximum, en forme peut-être de courte explication. Comment Israël peut-il assumer
dans un contexte géopolitique de genre qui est très sophistiqué, son rôle de nation, enfin c'est de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, c'est-à-dire, je traduis en langage géopolitique, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec la traduction, Mamlechet Kohanim, c'est une nation exemplaire et Goy Kadosh, je dirais, nation laboratoire d'une bonne vie, d'une vie pour tout le genre humain. Comment alors, à l'occasion justement d'une crise qui à nouveau ouvre le rideau sur les affres de la guerre, comment Israël peut donner l'exemple du Tov, de la bonne vie? Eh bien, je me souviens d'une histoire que Manitou avait racontée après, pour ceux qui s'en souviennent, la conférence de Madrid. Yitzhak Shamir était à l'époque Premier ministre et Manitou avait rencontré peu de temps avant cette conférence Yitzhak Shamir, ils se voyaient assez régulièrement. Et il lui avait dit, tu diras deux choses. Je ne vais citer qu'une des deux. Il lui a dit, tu leur diras la formule suivante. Notre exigence, nous, Israël, en tant que peuple, justement, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, c'est que la politique soit morale. Ils n'y comprendront rien. Mais tu leur as dit. Mais ça sera marqué dans le protocole, il lui a dit. Bon, Yitzhak Shamir ne l'a pas dit de cette manière-là, mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans ça. C'est finalement ça la clé de la chose. Tant que les rapports ne sont pas fondés sur une certaine conception de la moralité, du respect de la personne, encore une fois, ce n'est pas un respect unilatéral, on n'est pas dans la morale chrétienne, c'est un respect qui doit devenir des deux côtés, bilatéral. Eh bien, tant qu'on n'est pas dans ce mode-là, il n'y aura pas de politique morale. Donc, il y aura une politique de guerre d'intérêts et finalement de règlements de comptes historiques qui peuvent durer des fois 1000 ans. À la première occasion, je règle mon compte avec toi, mais ça ne pourra pas être le fondement d'une véritable société humaine universelle. Je pense que c'est ça le message d'Israël. Et la seconde chose qu'il lui a dit, alors la deuxième, je peux le dire, ça n'a pas de rapport. Il a dit, tu leur diras que chaque fois que nous établissons un nouveau yeshuv, une nouvelle localité juive. Localité juive, à quelque endroit que ce soit, ça n'est pas pour nous, c'est pour vous, ça amène de la lumière dans le monde. Ah bien, alors là, c'était sûr que personne n'était capable d'entendre ça. Shamir, il ne l'a pas dit sûrement. Ça. Non, il n'a pas dit les deux choses. Ah, il n'a pas dit les deux choses, mais Manitou lui avait dit, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça notre message. On ne fait pas les choses pour nous. Bien sûr. Goy Kadosh, notre société, Manitou disait, ça doit être un phare pour les autres sociétés humaines. Ça veut dire quoi un phare ? Voilà un modèle, vous l'avez en face des yeux, il peut vous éclairer. Eh bien, prenez-en modèle, justement. Eh bien, écoutez, merci Chaim Rothenberg pour ces... Et qu'on ait de bonnes nouvelles. Et que des bonnes nouvelles. Moadim les Simcha, et bonne fête de Pessah. Et à bientôt. Merci aussi du temps que vous nous avez consacré. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.